Mmh. Ah. Le boudoir des pages, bien le bonjour après avoir reculé l'échéance pour une nouvelle heure littéraire qui consiste à vous faire un retour sur les livres que j'ai lus. Et pour cette session, on va se pencher sur mes piles à lire du mois de juin et du mois de juillet. Compte tenu du fait qu'au mois de juillet, je n'ai pas tellement lu, je me suis dit, c'est pas mal si tu rassembles les deux. Au moins, c'est fait. Je ne vais pas traîner en ce qui concerne l'introduction de cette vidéo parce que je vous ferai des petites explications sur comment ça va se goupiller sur cette chaîne à partir de septembre. Parce que là, juillet-août, comme sur ma chaîne principale, on est un petit peu sur une détente. Donc pour l'heure, je vais partir sur ce que j'ai pensé des livres que j'ai lus. Il va y avoir des petites choses à dire quand même. Et par avance, pardonnez-moi pour... peut-être même si j'ai mis le micro et que je vais faire un petit réglage au niveau du son, mais j'ai les appareils de rafraîchissement qui sont en route parce que dans la maison, il fait très chaud. Je vais ouvrir le bal par ordre chronologique de lecture et j'ai commencé le mois de juin avec le roman de Nathalie Marquet-Pernaut qui est « Méfiez-vous des morts ». Alors c'est un roman que j'ai commencé parce que le titre déjà m'a beaucoup attirée. Et parce que j'étais curieuse de connaître la plume de la veuve, en tout cas de Jean-Pierre Pernaut, qu'on connaît tous plus ou moins. J'étais curieuse de découvrir ce qu'elle proposait. On tergiverse pas dès le début du roman, on entre très vite dans le vif du sujet. On va faire la connaissance de la famille, en tout cas d'Angèle Dubois. Et très vite, Angèle Dubois perd ses parents dans un tragique accident. Parents qui sont très connus et on pourra dans un premier temps, je pense que c'était fait exprès, mais trouver de très grosses similitudes entre les parents du roman et le couple Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernaut. Donc ça part très vite, la mort des parents, l'enterrement, place au deuil et toujours de façon plutôt rapide, Angèle Dubois va commencer à recevoir des choses qu'elle perçoit comme des signes. Alors j'ai très envie de vous dire que quand on perd quelqu'un et quand on commence le cheminement qu'est le deuil, c'est ce qu'on recherche en premier, avoir des signes qui vont, j'imagine, dans un premier temps, nous réconforter. Et dans un même temps, qui dit accident mortel qui peut potentiellement être douteux, dit enquête qui commence et Angèle ainsi que son frère, je crois que c'est son frère, apprennent que cet accident ne serait pas forcément un accident et qu'il y aurait peut-être eu malveillance, notamment sur le véhicule. Alors à ce moment-là, quand Angèle et sa tante qui est très dans ce... qui croient beaucoup aux signes, l'au-delà, apprennent qu'il y a peut-être eu acte de malveillance sur le véhicule, alors ça appuie encore plus les signes qu'elles reçoivent. Et on a cette impression, en tout cas les personnages, Angèle et sa tante, on a ce sentiment que la défunte mère d'Angèle essaie d'entrer en contact avec sa sœur et sa fille afin de les aiguiller, de les aider un peu et de les mettre sur une piste par rapport à cet acte malveillant. Alors écoutez, c'est une lecture, en tout cas un style d'écriture qui est plutôt très simple. C'est-à-dire que c'est une écriture qui est dénuée de fioritures, qui est très 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 accessible. Ça se lit vite et bien. On a des ficelles qui sont très clairement à portée de main. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Il n'y a pas de twist, il n'y a pas de... Non, faut pas chercher le waouh, le truc qui va dire « Ah ouais, quand même !» Non, on n'en est pas là. Il y a cependant un point que j'ai relevé, c'est que le titre du livre ne reflète absolument pas le contenant. C'est-à-dire que ce que j'ai lu, « Méfiez-vous des morts », je cherche encore le lien. Selon moi, sur un avis qui n'engage que moi, je pense qu'un tome 2 permettrait... par rapport à la fin de ce roman, permettrait d'asseoir et de convaincre un peu plus par rapport au titre choisi. Parce que là, méfiez-vous des morts, je vous avoue que j'étais partie sur une piste un peu plus ésotérique, au-delà, tout ça. Et pas du tout, en fait. Ça laisse la belle part, la part belle
à une enquête. Finalement, c'est une enquête policière saupoudrée d'un tout petit peu d'une défunte maman qui vient aider mais vraiment un tout petit peu. Ça ne prend pas une très grande place dans le récit. Pour défendre un petit peu ce roman, parce que c'est vrai que c'est très très accessible, un vocabulaire très simple, je dirais que c'est un roman qui peut, si on intéresse un tout petit peu à cette communication entre les défunts et les vivants, mais vraiment, je vous dis, ça ne prend pas beaucoup de place, mais quand même, je dirais en tout cas que c'est un roman qui peut vraiment convenir à des personnes qui ont envie de lire, mais qui ont un souci de concentration. Là, c'est tellement simple à lire, c'est tellement rapide à lire que ça pourrait convenir à ce public-là. Très honnêtement, ce ne sera pas la lecture de la décennie me concernant, mais j'ai pas eu de mauvaise surprise. C'est-à-dire que ça n'a pas été lourd à lire, je me suis pas emmerdée plus que ça, donc malgré le fait que c'est un livre que je vais laisser derrière moi et qui ne mérite pas, selon moi, qu'on s'y attarde, j'ai pas non plus eu de mauvaise surprise. Donc, est-ce que je vous conseille la lecture de ce roman? Écoutez, si vous avez rien à faire entre deux livres, pourquoi pas? Pour le deuxième roman, qui est Ma femme était déjà morte quand je l'ai rencontrée, de l'autrice Cindy Ravel. Alors écoutez, là, je suis quand même un petit peu dans la merde, parce que je dois vous livrer mon avis sur une lecture sans pouvoir vous expliquer de quoi elle retourne. Parce que si je fais ça, je divulgage complètement le livre. Alors, je suis partie d'un principe de vous donner quelques petits bouts quand même, parce que à quoi bon, mais en vous livrant surtout mes émotions et mes ressentis à l'issue de cette lecture. On est bon. Je trouve que ce roman est un très bel hommage, en tout cas un hommage bien ficelé, sur ce que représente, sur ce que peut être le cheminement du deuil. Dans le sens où, jusqu'où peut-on aller? De quoi est-on capable pour accepter l'inacceptable? Et j'ai presque envie de vous dire, pour supporter l'insupportable. Que fait le cerveau? Comment s'y prend-il pour être en mesure de supporter l'absence? Jusqu'où ça peut aller? Qu'en est-il de la santé mentale? Où le cerveau va puiser les ressources nécessaires pour sortir la tête de l'eau? Parce que c'est de ça aussi dont il est question dans ce roman, c'est que dans le cheminement du deuil, bah, le plus dur, hein, on le sait, hein, c'est pour ceux qui restent. Et c'est justement comment on fait quand un deuil est difficile pour se convaincre, pour se dire « mais pourquoi je reste ?» C'est un peu ce qui est approché dans ce livre. Quelles sont les raisons qui font que je reste alors que là, tout de suite, bah, j'ai plus envie? Comment fait-on quand on est dans une vie qui continue de vivre, hein, que tout continue de respirer, quand toi tu te sens déjà un petit peu mort, comment tu fais? Et ce roman tente de tisser autour du narrateur qui s'appelle Julien une reconstruction qui n'appartient qu'à lui, c'est le moins qu'on puisse dire. En gros, sans vous en dire trop, Julien veut, entre guillemets, régler le deuil de son amour perdu en le remplaçant par un nouvel amour. Pour lui, il ne voit que cette solution. Sauf que, comment fait-il quand ce nouvel amour est mort depuis 10 ans? Je vous ai perdu. Comment est-ce possible que la femme avec qui il vit actuellement, qu'il a rencontrée, comment est-ce possible qu'elle soit morte depuis 10 ans? Je vous ai perdu là, mais vraiment, cette fois, ça y est. On est irrécupérable. C'est que l'histoire se déroule étape par étape sans en cramer aucune. J'ai été littéralement aspirée par l'histoire de ce roman, par l'histoire de Julien, parce que moi aussi, et je vous dis, je vous ai perdu, mais moi, je dois admettre que je me suis un petit peu perdue aussi dans ce bourbier. Dans ce roman, le sujet de la santé mentale y est traité de façon très différente à ce que j'ai l'habitude de lire. Mais justement, je trouve que c'est très finement amené et très intelligemment amené, surtout parce que ça met tellement en évidence que les traumatismes non réglés et qu'on cherche à enfouir comme ça en se disant, et parfois même que le cerveau enfouit sans même que toi tu cherches à enfouir,
ça met bien en évidence quand même que tôt ou tard, ça remonte et ça te pète au cornet. Et alors, pour être presque experte en la matière, le roman fait une grande place au déni. Je vous dis experte parce que des années et des années et des années, pour ceux et celles qui arrivent ici, moi j'ai macéré presque 11 ans dans un deuil pathologique. Donc le déni, moi je me suis mise dans le déni, si vous voulez, anecdote personnelle, même si bon nombre de ce que vous êtes, vous savez déjà, mais moi je suis rentrée dans le déni à partir du moment où mon père a été diagnostiqué. Et je pense que quelque part, ce déni-là, sur l'instant, m'a sauvé la vie. Et je me suis beaucoup reconnue dans le personnage de Julien, parce que quelque part, son déni lui sauve aussi un peu la vie. Alors forcément, à un moment, t'ouvres les yeux. Et là, c'est la spirale. En gros, c'est un roman qui va aborder le deuil, la solitude, la détresse émotionnelle, la psyché, la santé mentale, le déni. Voilà, je pense que là, on est très global sur tout ça et j'ai adoré ce livre. Vraiment, je pense qu'on n'est pas très loin du coup de cœur. Est-ce que je vous recommande ce roman? Tout à fait, parce que je trouve qu'il est tellement bien écrit, tellement bien amené, que tout est tellement intelligent, tout en n'ayant pas le besoin d'utiliser un vocabulaire hyper spécifique ou qui serait difficile, mais je trouve que c'est tellement bien ficelé que ce livre mérite d'être lu. Pour le livre suivant, alors j'y suis allée parce que je connaissais déjà le thème de ce livre et je voulais voir comment c'était développé dans ce bouquin. Il s'agit du bouquin de Brett Anthony Johnston, La lumière et les ténèbres. Ce roman est une inspiration directe de la tragédie de Waco, donc la secte, où Perry Cullen, le personnage de Perry Cullen, est la transposition parfaite, j'ai presque envie de dire, de cette saloperie de David Koresh, qui était donc le gourou. Cette tragédie a un bilan humain de 86 morts, je crois. Revenons au roman, parce que entre l'histoire réelle de la tragédie de Waco et le roman, il y a quand même des petites choses qui ne sont pas tout à fait identique, d'où l'inspiration. Donc nous faisons connaissance avec Perry Cullen, qui est surnommé l'agneau et qui est à la tête d'une communauté sectaire, même communauté qui est, je ne vais pas vous faire un dessin, qui est en adoration, en transe, qui vénère littéralement leur gourou. Lui, il est convaincu que de toute façon la fin du monde est proche, que il faut s'y préparer, et sa façon de se préparer à cette fin du monde, c'est comment je peux vous dire ça, de posséder un véritable arsenal d'armes diverses et variées, mais on est sur quelque chose de très très conséquent. Et dans tout ce merdier, on va faire la connaissance de Roy, qui est le fils du shérif, et de Jay, qui est la fille de ce gourou. Vous le voyez venir ou pas, ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ces deux ados vont se rapprocher dangereusement. Autant vous dire qu'on est sur une petite Roméo et Juliette version secte. Ah oui, vous vous doutez bien que ce qui se trame dans ce ranch texan, là, tous ces trucs un peu chelous, les allées et venues, ça va intéresser de très près quand même le shérif. Alors, vivre une idylle pour deux ados quand leurs pères respectifs défendent bec et ongle leur position, ça va pas aider au truc. Donc au fur et à mesure de la lecture, on va avoir déjà, et c'est bien, je trouve que c'est bien foutu parce qu'on a vraiment une alternance dans les personnages. On a la vision des choses de Jay, on a la vision des choses de Roy. Et entre deux, on a, dans une temporalité différente, on a des morceaux de podcast dans l'actuel, où des gens qui étaient ou sont encore, on va dire, dans la secte, parce que même si elle n'est plus, vous savez que il y en a qui restent, même si tout a été démantelé ou quoi qu'est-ce. Et donc, c'est très intéressant parce que ça donne plein de lumière sur les situations dans ce bouquin. De toute façon, moi, les romans où il y a une double temporalité, j'adore, parce que
Autant ça te permet de faire un retour dans le passé, de bien comprendre les tenants de ce qui est en train de se passer, et le fait du podcast dans l'actualité, donc tu es dans l'action même du présent. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a parfois tellement de contradictions ou son contraire. Tout ça permet de comprendre déjà tout ce qui appartient au milieu sectaire, la manipulation, si on peut appeler ça de la manipulation, parce que ça va au-delà. L'influence et le pouvoir d'un seul mec sur toute une communauté, c'est assez fou. Ça, c'est un truc qui, je vous l'avoue, me dépasse un petit peu, qu'un seul bonhomme, qui plus est, ressemble pas à grand-chose, hein, pardonnez-moi, puisse avoir autant de pouvoir sur un groupe de personnes assez conséquent. Je vous avoue que ça me dépasse un peu. Forcément, par les passages de podcast qu'on a dans ce livre et par les descriptions des personnages et notamment des adeptes de cette secte, on comprend aussi très bien, on met quand même en avant certains profils de ces adeptes. On sent qu'il y a de la détresse psychologique et aussi un énorme besoin d'appartenance. Ça va tellement loin, ce fanatisme et cette dévotion pour ce dit agneau, que cette communauté va aller jusqu'à accepter, alors je vous laisse vous informer sur la tragédie de Waco, mais va aller jusqu'à accepter et trouver normal des actes absolument odieux sur des enfants. Donc évidemment, et là, à l'instar de l'histoire vraie, les choses vont s'accélérer et la finalité est la même. Les forces de l'ordre vont réussir à encercler le ranch et aller jusqu'à la finalité qu'on connaît sur cette affaire, que je vais quand même pas vous dire. Si vous la connaissez pas et que vous avez envie de découvrir, je vais prendre le parti de bien fermer mon caquet. C'est bien aussi. J'ai aimé ma lecture parce que déjà je connaissais certains tenants, certains aboutissants, mais je pose néanmoins quelques bémols. Déjà, je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs qui, selon moi, n'étaient pas nécessaires, mais ça, encore une fois, ce sera à l'appréciation de chaque lecteur, lectrice. Le second bémol me pose un petit peu plus problème, c'est au niveau de l'introduction du personnage de Periquelen, donc le prophète, le gourou, appelez-le comme vous voulez. C'est le traitement de ce personnage qu'on victimise d'entrée de jeu. C'est-à-dire que, par exemple, ce n'est pas parce que tu as eu une enfance douloureuse, un passé difficile, une histoire de vie pas simple, que ça te donne le droit de toucher à des enfants. Je veux dire, anecdote personnelle, on y retourne. Mon père, il a eu une enfance déplorable, il a été maltraité, vraiment maltraité. Il n'a jamais touché à un gamin. J'ai eu un petit peu ce sentiment de oui, mais Periquelen, l'agneau, machin, aussi, si peut-être il n'avait pas vécu ça, peut-être qu'il n'aurait pas fait ça, et peut-être que si finalement. Je veux dire, enfin, je pense aussi que la part sombre de quelqu'un, alors elle est généralement, on va pas se mentir, elle est généralement le fruit de traumas d'enfance. Ça, c'est quand même des choses qui sont prouvées. Mais peut-être pas que, il y a des personnes qui font des dingueries et qui n'ont pas eu aucun trauma dans l'enfance. Donc, il y a toujours, je trouve, dans les romans, et là c'est un peu plus complexe pour moi parce que c'est quand même inspiré de faits réels, il y a toujours cette part de victimisation. Oui, mais il faut prendre en compte qu'il a subi ça, il a vécu ça. Ok, d'accord, mais ça n'excuse pas tout, quand même. Les actes odieux sur les gamins, non. Et je t'en passe, je te passe les actes odieux sur les gamins, les agressions sexuelles, vas-y, prends, c'est cadeau. En tout cas, globalement, je trouve que c'était une très bonne lecture. Je trouve que l'histoire y est très bien retranscrite avec quelques petits changements. Malgré les bémols que j'ai pu noter, j'ai trouvé que, en plus, ce qui m'a plu, c'est que la plume de l'auteur que je ne connaissais pas, je la trouve très cinématographique. Donc, quand tu as une plume comme ça, tu fais ton film à toi. Voilà, tu mets en image ce que tu es en train de lire. C'est pas toujours évident sur tous les livres que tu lis, mais là, la plume aide considérablement à ça. D'ailleurs, je ne me suis pas renseignée, mais il n'y aurait pas une série ou quelque chose, je trouve très étrange. Ça se trouve bien, Faudrait que je me renseigne. En tout cas, est-ce que je vous conseille la lecture de ce livre ? Bah oui, parce qu'il est très bien écrit.
et que j'ai pas passé un mauvais moment. Donc à partir de là, alors attention, il y a quelques trigger warnings évidemment. À partir du moment qu'un fait est plutôt bien retranscrit et qu'il n'y a pas plus d'imagination, plus de, comment je dirais, que ce soit pas trop romancé, ça me va. J'ai lu L'ascenseur de Jacques Expert. Alors, l'histoire, elle est plutôt très très simple. Nous faisons la connaissance du petit Victor ainsi que de ses parents qui sont séparés. Et le petit Victor, qui a 5 ans, je crois, a pris pour habitude, comme un petit jeu, quand son père le ramène chez sa mère, du week-end, a pris pour petit jeu de monter dans l'ascenseur. Son père attend que le signal, ça y est, il est bien arrivé. Il appuie sur tous les boutons, le petit Victor, et ça s'arrête à tous les étages jusqu'à arriver au 5e et que sa maman le récupère aux portes de l'ascenseur. Ce jour-là, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu puisque quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent au 5e sur sa maman qui l'attend, Sylvia, le petit Victor n'est plus dans l'ascenseur. Donc évidemment, très vite, panique à bord, la police arrive sur les lieux et l'enquête commence. Parce que oui, évidemment, le petit Victor demeure introuvable. Donc Jeanne Perroni, je crois qu'elle est inspectrice, je ne sais plus, et son équipe commence à enquêter, donc c'est un interrogatoire de tous les locataires de l'immeuble, et évidemment, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, et dans un même temps, tout le monde paraît suspect. Alors là, dans le roman, tout va très vite, hein. Une fois que les interrogatoires des locataires sont faits et que on passe très vite d'un motif de disparition inquiétante à une suspicion d'enlèvement et de séquestration. Donc la question, qu'est-ce qui a bien pu arriver au petit Victor dans cet immeuble? Alors, il s'agit d'un thriller domestique comme on peut en lire à la pelletée, hein. Le premier vrai problème pour moi quand je lis notamment thriller, peu importe que ce soit du domestique, du psychologique, c'est que très tôt dans le roman, il m'a fallu lire une phrase pour savoir où l'auteur voulait m'emmener. Et ça, c'est le truc qui a tendance un petit peu à me désespérer sur un thriller. J'aurais apprécié, en tant que lectrice de thriller que je suis, c'est quand même mon domaine de prédilection, avoir un peu plus de suspense et pas comprendre tout de suite où était le petit Victor, hein, très tôt dans le livre. Ah, ça m'agace. Second point négatif, et pareil, qui me désole, c'est le traitement des profils des locataires de l'immeuble. Alors là, on est dans le cliché, mais le cliché en tout point. Chaque locataire est un cliché. Chaque locataire. Il n'y en a pas un qui passe à la trappe. Ah, il y a aussi des gens normaux qui habitent dans les immeubles, Jacques Expert. Mettre des personnes dans des cases selon la gueule qu'elles ont, ouais, décidément, ça me dérange un petit peu. Autre point négatif, cette impression de devoir donner de l'épaisseur au roman. Tu comprends pas trop parce que on est sur des allers-retours chez les locataires pour finalement ne rien donner. Voilà, il y a beaucoup de pages qui ne servent pas à grand-chose. On tourne en rond. En fait, c'est ça, tu tournes en rond. On revient là, mais ça y est, on l'a vu, donc pourquoi on y retourne? Qu'est-ce que ça va donner de plus puisque tu ne nous donnes aucun élément de plus? Arrête! Et puis un autre point qui fait lien avec les personnages hyper clichés, c'est que il y a tellement de clichés dans les personnages que tu ne t'accroches absolument à aucun. Il n'y a aucune connexion, que ce soit même avec l'équipe enquêtrice ou les locataires, même les parents du petit Victor, il n'y a pas d'accroche, il ne se passe pas grand-chose. En conclusion, un thème vu et revu. Cliché et raccourci facile quasiment tout au long du roman, ça c'est stop. Bon, suspense pété dès le début, bon bah là déjà, moi tu me mets une belle balle dans le pied, hein, d'entrée de jeu. Oh bon, est-ce qu'il en faut plus? Est-ce que je vous conseille cette lecture? Faites ce que vous voulez, mais pour moi ce sera un non, parce que pour moi, ce roman est un flop. Ensuite, je vais vous parler de cette sublime lecture qui est Quelqu'un à qui parler, de l'auteur Cyril Massarotto. Une merveille de lecture. Nous faisons la connaissance du personnage de Samuel qui, quand nous entrons dans son intimité, fête ses 35 ans.
Samuel est seul. Samuel, il n'a pas de parents, il n'a pas de sœur, il n'a pas de frère, il n'a pas d'amis. Les seuls amis qu'il a, c'est un couple de personnes âgées, Marcel et Marceline. Et ce soir-là, le soir de ses 35 ans, il s'avère que ce couple est absent. Alors Samuel, il essaye de nous duper. Parce qu'il essaie de nous faire croire que cette solitude, il en a pris son parti, qu'il y est habitué et que ça ne lui pose pas problème. Mais en vrai de vrai, c'est pas du tout la même chansonnette. Parce que être tout seul le soir de son anniversaire et n'avoir personne à qui parler, côté nostalgie, remué un peu par la mélancolie, ça peut faire son petit job quand même. Il va retrouver un vieux téléphone, son vieux téléphone d'avant. Il va le décrocher et la curiosité le pousse à faire le numéro. Alors je crois que c'est un cadran, vous savez, à l'époque, faire le numéro de là où il vivait quand il était petit. Il fait le numéro et ça sonne. Ça sonne et ça répond. Et qui lui répond? Le petit Samuel de 10 ans. À ce moment précis, le grand Samuel de 35 ans commence une conversation avec le petit Samuel de 10 ans. Sachez que j'ai pris une énorme claque dans la gueule de la part de ce merveilleux roman. Ce dédoublement temporel du personnage de Samuel, ça te projette dans quelque chose de super intime et de très très introspectif, même pour toi en tant que lecteur. Parce que quelque part, que fait le grand Samuel de 35 ans? Il parle à l'enfant qu'il était il y a 25 ans. Parler à l'enfant que nous étions, les rêves, les idéaux, qu'en est-il 25 ans plus tard? Et ça va tellement être bien décrit avec le petit Samuel de 10 ans qui est plein de « Est-ce que t'as fait ça? Est-ce que t'as fait ci? Est-ce que tu aimes ça ?» Et le grand Samuel de 35 ans va se dire « Merde quoi !» À quel moment nos rêves d'enfants s'éteignent et pourquoi? Telle est la question. Le développement des deux Samuel de l'histoire est très touchant parce que tu as le petit Samuel qui a 10 ans et sous peu, il va vivre le drame de sa vie, mais qui est plein d'entrain, de joie, de projets, de rêves de vie. Et tu as le Samuel de 35 ans qui est cabossé, qui a l'impression d'aller d'échec en échec et qui, à 35 ans, considère presque que sa vie est déjà derrière lui. Je vous avoue qu'il y a quelques passages qui m'ont fait monter. C'est très rare quand ça m'arrive sur un livre, mais il y a quelques passages qui m'ont fait, vous savez, j'ai la petite poussière dans l'œil, là où ça te prend, tu sens le truc qui te prend là, et tu te dis, ah merde, 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 ça y est, je vais y aller là. Il est tellement probable et possible de s'identifier au personnage de Samuel dans ses émotions, que franchement, ça te pince un peu le cœur sur certains passages. Je crois que dans les interrogations du grand Samuel sur ses rêves d'enfant et sur le fait de parler à l'enfant qu'il était, on a tous un petit bout de Samuel en nous où on peut se retrouver. Je me suis projetée, vous vous doutez que dirait l'adulte que je suis si j'avais mon mini-moi de 10 ans au téléphone? Est-ce que j'aurais l'envie de la prévenir en lui disant « Attention, il va y avoir des moments pas simples » et en même temps, j'aurais tellement peur de lui briser la suite, quoi. Et que dirait la mini-moi de 10 ans à l'adulte que je suis devenue? Je vous jure, je vous promets, ça laisse pantois, quoi. Je trouve que c'est super émouvant. Qu'est-ce que la mini-moi, la petite Jenny de 10 ans, dirait celle que je suis aujourd'hui? Je trouve ce truc-là hyper émouvant. Vraiment, parce que la mini-moi de 10 ans... il n'y avait rien qui pouvait être détruit. Il n'y avait rien. La mini-moi de 10 ans, elle avait un cadre de vie idéal. La mini-moi de 10 ans, elle était très entourée. La mini-moi de 10 ans, tout était parfait. Et qu'est-ce que lui dirait l'adulte que je suis là? Profites-en parce que tout sera pas toujours comme ça. Ouais, c'est chaud, quand on se projette, c'est chaud. Je trouve en tout cas que ce roman est une superbe exploration sur la vie, sur les rêves d'enfants, sur pourquoi nos rêves d'enfants s'éteignent, sur aussi l'espoir, hein, vraiment sur le deuil de ces rêves d'enfants peut-être, mais l'espoir aussi qu'on peut finalement peut-être changer les choses. En tout cas, est-ce que je vous recommande la lecture de ce livre? Mais alors vraiment un grand oui, parce que pour moi là on est sur un énorme coup de cœur. J'ai lu ça, et alors là on va passer très vite sur ce livre-là, 40 histoires criminelles de Alain Ferrat.
C'est la grosse déconvenue parce que, bon, alors, c'est 40 histoires criminelles, mais d'anonymes. Sauf que j'ai bouffé absolument tous les Bellemare. Hein. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que Pierre Bellemare, les histoires comme ça, extraordinaires, tout ce qu'il a pu, ça, je les ai bouffées. Donc, quand tu as lu Le Maître et que Alain Ferrat dit quelque part qu'il souhaite rendre hommage à Pierre Bellemare, bon, c'est un peu en dessous parce que j'ai trouvé, non pas parce que les affaires criminelles concernaient des anonymes, mais j'ai trouvé que le schéma se répétait. Donc à un moment, tu as l'impression de lire les mêmes histoires, mais tu as juste le personnage qui change. Je n'ai pas du tout aimé adhérer au style d'écriture. Ce goût de déjà vu en mieux, de redite en moins bien, bon, ça ne l'a pas fait, ça n'a pas du tout marché pour moi, mais alors pas du tout. J'ai lu The Night House de Joe Nesbø. Comment je vais aborder la mise en bouche de ce bouquin? Alors, nous faisons la connaissance d'un jeune garçon de 14 ans qui s'appelle Richard et qui vit dans ce que lui décrit un patelin pourri, Ballantine. Il est quand même de très bonne loi de signaler que, dans ma perception des choses, ce Richard de 14 ans est un petit con de harceleur. Bon, il est accompagné de Tom, à juste titre, qu'on sent plus fragile, plus timide. Et Richard a tendance un peu à passer au forcing. Par exemple, là, l'idée est d'aller faire un canular téléphonique à quelqu'un dans une cabine à pièces esselée dans ce fameux patelin pourri. Tom, il est pas très chaud, il dit non, on va avoir des problèmes. Richard lui laisse pas le choix, tu le fais, ou sinon, machin, c'est menace et tout et compagnie. Donc, ils s'exécutent tous deux. La problématique, c'est que le petit Tom ne ressortira plus jamais de cette cabine. La raison est très surprenante. Est-ce que je vous la dis ou pas? Je vais vous la dire. Attention, dans 3 secondes, je vous la dis. 3, 2, 1. Le petit Tom s'est fait manger par le combiné téléphonique. Ça a commencé par les cheveux, la tête, et le combiné a avalé le petit garçon. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Alors bon, je me suis dit, horreur, science-fiction, machin, pourquoi pas? Après tout, moi je pars d'un principe que si on souhaite se faire manger par un combiné téléphonique, chacun fait bien ce qu'il veut. Je me suis dit, allons Jenny, ouvre un peu ton champ des possibles et laisse les gens se faire bouffer par des téléphones s'ils le souhaitent. Hein. Quelque part, remarquez, si je vais loin dans mes méandres cérébraux, se faire manger par les téléphones, aujourd'hui, ça peut ramener à l'image des addictions à l'écran. Hein. Enfin, je dis ça, bon, c'était pas le sujet. Mais je me suis dit, bon, vas-y, poursuis. On veut savoir ce qu'il en est de cette cabine. À savoir que ce roman est en 3 parties, je crois. La première, tu y vas, tu ouvres tes chakras, tu te dis, ok, bouffage de téléphone, pas de problème. Sauf que, alors la première partie, elle envoie un peu du pâté, tu vois, va soupçonner, machin, il va se passer un peu des trucs bizarres autour du Richard, là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a un pote, le pote, il disparaît dans des circonstances un peu louches. Mais les parties suivantes te laissent un petit peu sur ta faim. Moi, pardon, mais il me faut un petit peu de cohérence. C'est pas parce que tu sens ton roman en 3 parties. J'ai pas compris, en fait. On passe de la première partie où t'as vraiment des vrais trucs installés. Bon, effectivement, il faut prendre en considération le mangeage téléphonique, mais la deuxième partie, tu te dis, mais pourquoi on est là? Qu'est-ce que... Attends, je suis perdue, tout est confus. Alors après, je peux être abruti quand je le souhaite, mais j'ai quand même compris ce que l'auteur voulait, les messages véhiculés par l'auteur, notamment, encore une fois, on est quand même sur la santé mentale et ce que ça peut engendrer, hein, quand elle est quelque peu dégradée ou en défaillance. En fait, si je dois donner un nom aux émotions que j'ai ressenties durant cette lecture, déjà, bon, étonnement, parce que je vous dis, le premier, il n'y a pas eu que ça, hein, bon, la disparition de ses potes, c'est un peu drôle, mais quelque part, c'est pas trop crédible, mais soit, passons. Mais ça a été étonnement, le gamin dévoré par le... Bon, d'accord.
Après, ça a été la perdition, je me suis dit, mais... Et de la frustration. C'est qu'en fait, quand je vous dis que j'ai compris les messages que souhaitait véhiculer l'auteur, je les ai compris, mais je sais pas, c'est... Ah, il m'a manqué des trucs. Il m'a manqué des trucs et il m'a surtout manqué de cohérence. Non pas que quand je pars sur ce type de récit, moi je m'attendais à une intrigue qui tourne autour... une intrigue horrifique, hein, qui tourne autour d'une maison, tu vois, où va se passer des trucs un peu étranges. Et je suis restée sur ma faim, hein, très clairement. Donc, je sais pas trop si j'ai aimé ou pas cette lecture. C'est une lecture très étrange. Est-ce que je peux vous recommander ce roman? Bah, je ne sais pas. Parce que je suis peut-être pas assez farfelue pour comprendre les nuances. Entre frustration et perdition, ah bah oui mais non. Alors, pour l'essai suivant, c'est un essai... sur lequel j'ai déjà débattu sur ma chaîne principale à demi-mot. Parce que j'avais dit sur la chaîne Au Pays de Jenny, je vous en dirai plus sur la chaîne où je parle de lecture. Il s'agit de l'essai Le poison de la reconnaissance de Benoît Helbrun, pardon si j'écorche le nom. Et j'ai trouvé, bien qu'il y a quand même quelques petits bémols, mais qui m'appartiennent, hein, qui sont propres à moi, mais j'ai trouvé cet essai hyper intéressant. Il s'agit d'un essai qui va aborder point par point, de façon très détaillée, le besoin d'être reconnu, le besoin de reconnaissance. J'ai presque envie de vous dire le besoin de validation. Je dois volontiers admettre que les approches un peu plus politiques et philosophiques, mais pur jus, m'ont un peu moins alpagué, mais en revanche, il y a beaucoup d'approches qui m'ont titillé. Par exemple, en tant qu'individu avec son besoin de reconnaissance et de validation, quelles sont les vraies questions? Petit 1, qui suis-je? Petit 2, comment suis-je perçu? Et alors autant vous dire qu'à l'ère des réseaux sociaux, tout ça prend un très large sens. L'auteur met admirablement, je trouve, en avant que nous sommes de plus en plus confrontés, et notamment dans cette société actuelle, par ces besoins et ces demandes de reconnaissance qui sont quelque part devenus de nouveaux dictats qui nous empoisonnent la vie. Il dit quelque chose, en tout cas ce qui s'approche de ça, il dit quelque chose que j'ai trouvé tellement vrai et tellement triste en même temps. Nous sommes passés du désir de considération à une dépendance du regard des autres. Je trouve ça d'une tristesse infinie, parce que en vrai de vrai, c'est méga vrai. Je la refais moins crispée en branchant le micro, je vais essayer de bidouiller le son, mais je ne retournerai pas un avis spontané de lecture parce que sinon ça perd toute la spontanéité et je n'y tiens pas, donc pardon pour le son sur quelques séquences qui va être dégueulasse. J'ai trouvé cette lecture hyper intéressante parce que moi derrière ça m'a fait cogiter de ouf. Notamment, je vous dis, la partie sur les réseaux sociaux, parce que ça, quand on crée du contenu, ça vaut le coup quand même de se questionner sur les attentes par rapport à ce besoin de validation et de reconnaissance. On crée des vidéos, dans quels paramètres on est par rapport à tout ça? Est-ce que je fais des vidéos parce que j'en ai envie, soit un ratio 75% plaisir, 25% performance, ou est-ce que je fais des vidéos pour qu'elles performent et que je perce, soit 25% plaisir, 75% performance? Eh ben, je trouve très intéressant de se poser cette question et d'essayer d'ouvrir un peu le champ de réflexion autour de soi, sur les créateurs que l'on suit, par exemple, hein, en tant qu'abonné. Eh ben, si on joue, on sort la carte de l'honnêteté, je vais me fabriquer une carte de l'honnêteté, je ne suis pas sûre que la réponse soit si évidente que ça, et c'est toutes les joies dans l'idée ironique du mot, c'est toutes les joies de l'industrialisation de la reconnaissance. Parce que c'est de ça dont il est question. En tant que créateur de contenu, est-ce qu'on peut exister sans avoir le besoin constant d'être validé par les personnes qui nous suivent? En tant que créateur de contenu, on la joue sans langue de bois? Non.
Ceux qui vous disent le contraire, je vous parle pour les créateurs de contenu qui ont des enjeux, c'est-à-dire de la monétisation, des collabs. Pipo, clarinette. Dans sa vie personnelle, dans son quotidien, est-ce qu'on peut faire exister sans avoir cette attente d'être validé par ses proches? Oui, ça, je n'ai aucun doute à ce sujet, parce que normalement, tes proches, tes très proches, ils t'aiment pour ce que tu es et ils n'ont pas besoin de te valider à tout bout de champ. Sur les réseaux sociaux, encore une fois, c'est là où je fais le distinguo, voyez, vie virtuelle et vie, c'est quand même pas non plus les mêmes donnes. Hein. Moi, j'estime ne pas avoir le besoin d'être validée par ma soeur, ma mère ou ma fille. Hein. Comme McDo, on me prend comme je suis. Ce que j'en pense vraiment, et après réflexion à l'issue de cette lecture, c'est qu'un créateur de contenu que je suis, par ailleurs, qui dit qu'il n'a pas besoin que sa proposition soit validée par la communauté qui le suit, se ment à lui-même. Hein. Parce que mine de, quand on a une vidéo qui se casse la gueule et qui floppe, t'as les pastèques jusque-là. Hein. Donc, je pense que quand on part de ce parti-là, en tant que créateur de contenu, on va tous les faire. Hein. Après, bien sûr, ce besoin de reconnaissance, de validation, c'est aussi une question de proportion et propre à chacun. Il faut voir jusqu'où on est prêt à aller pour avoir réponse à ce besoin de validation et de reconnaissance. Par exemple, moi, je sais mes limites. Je ne suis pas prête à vous supplier pour avoir du like, du boost, de la visibilité. Je pars du principe que si c'est vu, tant mieux. Si c'est pas vu, ça me grasse un peu la chouette, mais je vais m'en remettre, vous voyez. Mais quelque part, on ne va pas se mentir, si je suis active sur les réseaux sociaux et notamment sur mes chaînes, c'est que quelque part, il y a une part d'ego, c'est une vérité, mais il y a certainement un petit besoin de reconnaissance et de validation là-dessous. Hein. Enfin, au moment où il faut reconnaître quand même. Je pense qu'en tant que créateur de contenu, la dangerosité d'être dans la demande permanente, dans la demande par rapport aux personnes qui nous suivent, d'être validées, d'être reconnues, d'être soutenues, quand on est dans cette attente comme ça constante, c'est l'apport justement que ce désir ne soit jamais assouvi. Et salut l'estime de soi. Puis il y a un passage dans cet essai qui m'a tellement parlé, parce qu'on en a tellement parlé dans mes vlogs sur la chaîne principale, qui est... la comparaison, se comparer aux autres, ah là là. C'est un poison, parce que les personnes qui rentrent dans tout le temps se comparer leur travail, comparer leur évolution, comparer leur petite gloire aux autres, ça peut rendre détestable, vraiment détestable, quelqu'un qui de base ne l'est pas. Et je vous assure que tester et approuver. En plus, une méchanceté un peu déguisée, tout en écrasant l'autre, mais sans avoir l'air d'écraser l'autre, ça me pue au nez. On n'a pas besoin d'écrabouiller l'autre ou de remettre un petit peu en cause son travail pour briller. Si tu brilles pas, pose-toi les bonnes questions. Et d'ailleurs, briller sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Je vous l'ai dit hein, sur l'un de mes vlogs, à titre personnel, moi, si je veux briller, j'allume une lampe. Est-ce que vous trouvez que je brille? Je brille. En tout cas, ce qu'essaie de démontrer l'auteur de cet essai, c'est que tous ces trucs-là, le besoin de reconnaissance, la quête absolue de validation de la part de l'autre et le fait de se comparer tout le temps à ce que font les autres, à ce que sont les autres, c'est un poison, parce que c'est un frein à tout. Il ne dit pas non plus qu'il faut être dénué de tout, c'est-à-dire n'en avoir rien à carrer de ce que pense l'autre. Il n'y a pas d'extrême dans ce qu'il dit. Mais justement, il s'agirait de rétablir un certain équilibre. Parce qu'effectivement, il y a quand même une marche énorme entre le désir de considération, parce qu'effectivement, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça mange pas de pain, et la dépendance, vraiment la dépendance presque comme une drogue, d'être validé par autrui systématiquement. En tout cas, pour finir sur cet essai, j'ai trouvé cet essai très intéressant parce qu'il m'a fait poser 1 milliard de questions. Il a permis quelques remises en question aussi personnelles, même s'il y avait quelques passages que j'ai trouvés un petit peu élitistes, mais quelque part, c'est une lecture qui m'a fait cogiter.
Et c'est ce que je demande quand je pars vers ce genre de lecture. Je n'ai pas trouvé que le ton était de donner des leçons. Lui, il te donne son argumentation et toi, derrière, t'en fais ce que tu veux. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec cet essai. Donc, est-ce que je vous recommande cette lecture? Ben oui, parce que ça peut ne pas faire de mal par où ça passe. J'ai lu, et là, on passe à la pile à lire juillet, j'ai lu Vertige de Rebecca Taylor McKay. Nous faisons la connaissance d'un couple, Clara et Spencer, qui, après une année qu'on devine très difficile, s'offrent enfin leur voyage de noces en Italie. Alors, on part sur un postulat de personnes qui ont une vie financière plutôt simple, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un couple qui est dans le besoin. On va atterrir dans un hôtel absolument fabuleux où ça dégueule d'or et de marbre et de services rendus et de courtoisie, en veux-tu, en voilà. Bref, le cadre est idéal, l'hôtel, les paysages, tu peux presque même, avec le schéma descriptif de l'autrice, tu peux même sentir les odeurs. Mais voyez-vous, parfois, quand il y a trop de dorure, il faut gratter un peu, parce que tu peux trouver quelques secrets là-dessous. Puisqu'après, forcément, le cadre donne envie, après une nuit sulfureuse de ce couple, Clara voit quelque chose glisser sous la porte. Elle retourne le papier et c'est écrit clairement « Il vous ment ». Ah, là, la nuit sulfureuse, elle a un petit goût amer, là, tu sais, bloqué là, entre la langue et ici, là. On a donc 4 personnages principaux, Clara et Spencer, donc pour vous dépeindre un petit peu les profils, Clara, on comprend pas trop au début les tenants et les aboutissants, mais on sent que c'est une femme qui est très fragilisée, sans trop comprendre de quoi il s'agit, et je ne vous en dirai rien, sachez-le. On a Spencer, que j'aime pas beaucoup, qui est typiquement le mec autoritaire, moi je décide de tout, moi j'ai l'oseille, c'est moi qui est le bonhomme, machin. J'aime pas trop ce type de profil. Et on va avoir un autre couple, Fred et Viviane. Alors eux, c'est le couple d'amis idéal, beau comme des pneus neufs. Écoutez, mais encore une fois, sur la dorure, tu grattes, moisissure. Alors dans un premier temps, le travail, comme je vous disais tout à l'heure, le travail de description de l'autrice autour des lieux, des paysages, des odeurs, des situations, de tout, le travail est exceptionnel, ni plus ni moins. Ce qui est aussi, selon moi, absolument formidable dans ce roman, c'est l'atmosphère. Tout y est délicieux et tout y sonne faux. Je trouve que la construction de ce roman est hyper maîtrisée. On a un petit décalage. Je ne sais pas si je peux vous parler de double temporalité parce qu'on a vraiment un petit décalage, je crois, sur une année, un peu moins, mais qui te met ce petit décalage, donc il va t'amener à comprendre, évidemment, c'est à ça que servent les différentes temporalités dans les romans, mais il va faire qu'il t'embrouille encore plus. Et moi, c'est ça que je veux. Et en plus, l'autrice réussit le tour de magie de distiller un petit peu ce jeu d'hypocrisie et autres joyeusetés du genre de ce petit monde dans un cadre de rêve. Tu en prends plein tes mirettes dans les paysages, dans l'endroit, dans les odeurs, les senteurs, les fragrances, c'est une merveille. En conclusion, est-ce que je recommande ce roman? Mais bien sûr que oui. J'ai passé un formidable moment de lecture pour tout. Il n'y a rien à acheter pour moi dans ce roman. C'était un très bon moment de lecture. On est sur un coup de cœur. Bon. J'ai lu Les Ensorceleuses d'Alice Hoffman, sachant que je suis absolument fan du film Les Ensorceleuses, que j'ai vu pour la première fois, je crois, l'année de sa sortie en 99. Depuis, j'ai dû le voir à peu près, allez, je vais être gentil, 3-4 fois par an. Ça commence quand même à faire pas mal en termes de visionnage, là. Donc, prenez ça en considération, parce qu'on le sait, ce n'est pas nouveau. Adaptation d'un livre au cinéma égale prise de liberté. Bon, là, il s'avère quand même que la prise de liberté, elle est assez conséquente. Et c'est ce qui a rendu la lecture de ce livre, pour moi, très, très mitigée. D'où la problématique que ça peut présenter de regarder une adaptation inspiration ciné avant de lire un livre. Si j'avais lu le livre avant de regarder le film, peut-être
que j'aurais apprécié le livre. Déjà, ce qui m'a sauté au museau, c'est les relations entre les tantes et les sœurs Owens, qui sont très, très radicalement différentes du film. D'ailleurs, pour ma part, je trouve que les personnages des tantes Owens sont très plates, moins farfelues par rapport au film. Donc je comprends que l'adaptation ciné, l'inspiration ciné, elle ait pris le parti de mettre un peu plus de fantaisie dans les tantes Owens, parce que là, moi j'ai perçu vraiment une vraie différence de ce côté-là. Même sur l'aspect magie, et même si vous connaissez ou pas mon point de vue sur tout ce qui est ésotérisme et tout ça, moi ça me passe un petit peu au-dessus du... Mais moi, si je regarde un film où il y a de la magie, je veux de la magie, moi. Je veux de l'invocation, je veux, par exemple, dans le film, quand il y a l'exorcisme du mec de Gillian, You always on my mind. Bon, là dans le livre, on est beaucoup plus terre à terre en termes de magie, vous voyez. Dans le film, on y va. Au moment où toutes les femmes sont réunies, les sœurs Owens, quand il s'agit de délivrer Gillian de son mec, là, attends, le pouvoir de toutes les femmes, là, oh, merveilleux, ça m'en fait des frissons. Même les gamines, les petites gamines, elles peuvent, elles, jeter, tu auras la varicelle, bim, allez hop. Enfin, voilà, moi je veux voir ça. Si je regarde un film où on me parle de magie, je veux voir de la magie, je veux entendre des malédictions, je veux entendre des... Je veux qu'on me transporte, je veux pas qu'on me fasse un masque cheveux qui est censé me faire pousser 17 cm sur la tête, ça je m'en fous. Voyez ? Je veux quelque chose d'un peu plus... Je veux de la magie fantasmée quand je regarde un film, voilà. J'ai également trouvé le livre vachement plus triste que le film. Je trouve que le livre est empreint de... Alors peut-être par rapport à l'époque, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de mélancolie. Tu vois, on n'est pas sur l'esprit Midnight Margarita, là où tout le monde fait la fête et tout. On n'est pas... Bon, c'est vrai que l'ambiance n'est pas la même non plus. Je pense que justement, alors c'est un parti pris pour le film, pour enjailler les gens. Je pense que le roman, lui, le parti pris, c'est de justement mettre en avant tout ce qui est transmission. Je trouve d'ailleurs que les filles de Sally Owens, sont plus présentes que dans le film. On les voit dans le film, les gamines, mais là, je trouve qu'elles prennent plus de place dans le roman. Oui, je trouve c'est plus dans le regret, la solitude, parce je pense qu'on a voulu mettre en avant aussi le côté psychologique de tout ça quand on est différent et que bon on n'est pas souvent bien accepté. Je vais pas vous dire que j'ai passé un mauvais moment de lecture, c'est pas du tout le cas. La plume que je découvre est plutôt simple, donc en plus il n'y a pas de torture d'esprit. On est presque parfois proche d'une certaine poésie qui peut ne pas être appréciée par certains lecteurs, certaines lectrices. Mais parfois c'est ce sentiment de décalage. J'ai eu l'impression de lire un livre, l'histoire d'un film que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous suivez. Est-ce que je vous conseille ce roman ? Si vous partez d'un principe que vous avez vu et aimé le film et vous êtes prêt à découvrir une histoire qui n'est pas tellement la même, tout en retrouvant des personnages avec des noms qui sont identiques, alors ouais, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes focus sur le film, c'est un peu plus compliqué. Pour le dernier livre, qui est un recueil de nouvelles sur plusieurs recommandations de votre part, j'ai donc lu, alors j'espère ne pas écorcher le nom de famille, de l'autrice Karine Giebel, J'aime votre peur. Alors ce n'est pas un roman, c'est comme je le disais, un recueil de 14 nouvelles. Je t'ai dévoré, je t'ai pillé littéralement le bouquin, j'ai adoré. Il n'y a pas une nouvelle que je n'ai pas aimée. J'en ai extirpé 2 du lot qui m'ont un peu plus choqué que les autres. Il y a la nouvelle J'ai appris le silence. Donc en fait, c'est l'histoire d'une vengeance d'un homme qui a purgé 22 ans de prison après avoir été accusé à tort et qui va prendre le parti de se venger et de se venger de la plus mauvaise des façons, c'est-à-dire que il va vouloir buter, en gros, on va appeler un chat, buter toutes les personnes qui ont fait qu'il a été condamné à tort. Donc procureur, juge, avocat, tout le monde y passe. Mais tel est prix qu'il croyait prendre. J'ai bien aimé.
Oui, j'ai bien aimé la morale, entre guillemets, de cette nouvelle, parce que d'un homme finalement innocent, enfin d'un homme de base innocent, il n'avait rien à se reprocher en voulant se venger. Bon, bah là, il veut buter 14 personnes, je crois. En voulant se venger, finalement, il se rend coupable de quelque chose. Et parfois, bah, le retour de karma fait que. Voilà. Si vous voulez découvrir cette nouvelle, il faudra lire le recueil. À votre bon cœur. Enfin, je ne pouvais pas clore ce recueil de nouvelles sans vous parler de la nouvelle qui s'appelle Alena, qui est un prénom de jeune femme. L'histoire d'Alena, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est promise à un mariage forcé et qui, elle, a d'autres rêves de vie. C'est-à-dire qu'elle a des rêves de fonder sa propre famille avec une autre personne qu'elle aime, seulement sa famille rejette très violemment, très violemment, cette nouvelle, elle est atroce à lire, très violemment cette idée, les idées d'Alena, au point que la sanction est la sanction fatale. La famille tue Alena et Alena fait partie de ces femmes, ces jeunes femmes, ces femmes qui meurent au nom de l'honneur, parce qu'elles refusent un mariage forcé. Je vais être honnête, hein, attention avec ce recueil de nouvelles, parce que cette nouvelle-là, Alena, elle m'a chamboulée, mais vous n'imaginez pas. Tellement la violence est retranscrite quand la famille décide de punir Alena. Quelle horreur, mais quelle horreur. Vraiment, cette... Et toutes les nouvelles sont un peu de cet acabit. Donc, alors ce sujet-là m'a un petit peu plus bousculé que d'autres. Mais attention, hein, là, on joue dans la cour des grands avec ce recueil de nouvelles. Est-ce que je vous recommande la lecture de ce recueil? Tout à fait. Alors, si vous avez les reins solides et l'estomac attaché, mais alors, si vous aimez ça un peu, si vous voulez, même... Bon, quand bien même c'est un peu différent, mais c'est un peu la même vibe que le Chatham d'origine. Je ne vous parle pas du Chatham et ses derniers romans, mais vous savez, le Chatham où ça envoyait du très lourd. Et bien là, on est là et voilà, je pense que ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Maintenant, si vous avez l'estomac un peu fragile et que vous êtes un petit peu... que certaines histoires de vie peuvent vous chahuter un peu, non. On va s'abstenir. Ben moi, j'ai kiffé. Hein. Quand je lis ce genre de truc, je veux ce genre de truc. J'en ai eu pour mon compte, là. Il n'y a pas de problème. Bah, ça y est, c'est fini. J'espère que ce petit moment passé en ma compagnie vous aura été agréable. On va faire un petit point sur le boudoir des pages et pour ce qu'il en est. Donc là, je vous avoue que pour le mois d'août... j'ai pas tellement envie. Je pense que cette chaîne va se lancer véritablement. Et encore que j'ai vraiment envie de vous remercier parce que je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez comme ça. Enfin, j'étais aux antipodes et merci pour ça. Mais je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet à la rentrée septembre. Voilà. J'ai déjà préparé en amont des petites vidéos que j'aimerais faire ici, un peu plus ciblées, notamment, voilà, tout ce qui est journaling et mes livres de lecture font partie du journaling. Enfin voilà, je prépare des petites choses. On va se laisser le mois d'août coulos l'artichaut. Et puis dès septembre, je vais essayer d'avoir un petit planning sur cette chaîne. Je vous dis pas que ce sera 2 vidéos la semaine, hein, c'est pas le but, parce qu'on fait quand même que parler de livres, écriture, machin. Mais voilà, les hostilités vont vraiment commencer en septembre pour le boudoir des pages. Je peux aussi placer un gros créneau pour essayer de rattraper les commentaires que vous avez laissés, parce que j'avoue que être au taquet sur les 2 chaînes, ça, c'est un petit tour de passe-passe que je vais devoir gérer. Écoutez, rien de plus, rien de moins. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Et encore merci d'être arrivé ici parce que je suis ébobie. Je vous fais de gros bisous. À très vite.